On s'est tous déjà posé la question, à quel moment exactement une simple discussion bascule-t-elle dans une mécanique de persuasion ultra calculée? Allez, on plonge tout de suite au cœur de cette analyse fascinante sur le côté obscur de la négociation. On va explorer cette ligne, souvent très floue d'ailleurs, entre guider éthiquement un choix et forcer la main de quelqu'un. Le but de notre décryptage aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en lumière ces mécanismes cachés de façon totalement neutre, juste pour observer comment notre psychologie peut être orientée sans même qu'on s'en rende compte. C'est vraiment la question clé. Où s'arrête l'influence et où commence la manipulation? En décortiquant les rouages de la persuasion de manière purement objective, on réalise vite comment des outils psychologiques bien précis sont déployés pour arracher un fameux oui. Que ce soit pour signer le contrat du siècle ou juste lors d'une discussion banale, la frontière repose très souvent sur des techniques presque invisibles si on n'y prête pas attention. Première étape pour comprendre tout ça, le principe de contraste. Alors, le contraste, c'est quoi? Concrètement, c'est un principe d'influence redoutable où notre perception d'une chose est complètement modifiée juste parce qu'on la compare à ce qui a précédé. L'information en soi ne change pas du tout, c'est le contexte qui fait tout le travail. Prenons un exemple classique de vente. On achète un magnifique costume à 1000 euros. Super. Et là, juste après, le vendeur nous propose d'ajouter une cravate à 100 euros. Dans l'absolu, 100 euros pour une cravate, c'est une belle petite somme. Mais comparé aux 1000 euros qu'on vient de lâcher, ça semble soudainement dérisoire, non? Notre cerveau vient littéralement d'être recalibré. C'est exactement là que le contraste jette un pont direct entre une simple conversation et une manipulation calculée. Voyons comment ça s'applique avec notre première tactique, la crainte suivie du soulagement. La mécanique est brillante. Étape 1, on crée de toutes pièces une petite tension. Imaginez entendre ces mots magiques, dits avec un ton bien grave. Il faut vraiment qu'on parle. Immédiatement, alerte rouge. Le cœur s'emballe, on s'attend au pire. Puis vient l'étape 2. On désamorce tout d'un coup en lâchant la vraie demande, avec une voix super détendue. « Oh, rien de grave, rassure-toi, c'est juste un petit service. » Le contraste est saisissant. On a fabriqué une angoisse pour l'éteindre la seconde d'après. Le terrain est désormais parfaitement préparé. Et le résultat ne se fait pas attendre. On ressent un soulagement tellement profond qu'on baisse complètement la garde et on devient incroyablement ouvert à la demande. Ce contraste soudain entre le scénario catastrophe qu'on s'imaginait et la réalité d'une simple faveur nous laisse totalement désarmés. Pour vous donner une image de la vraie vie, c'est comme ce commercial qui vous annonce, presque paniqué, qu'il y a une rupture de stock imminente sur le produit que vous voulez absolument. Et puis, miracle, après avoir passé un petit coup de fil à son chef, il annonce avec un grand sourire avoir trouvé la toute dernière pièce en réserve. Physiologiquement parlant, le soulagement d'avoir évité le pire fait sauter nos défenses cognitives. Une demande qui aurait pu être longuement débattue devient soudainement une opportunité inespérée. Passons à une autre technique tout aussi fascinante, la tactique de la porte au non. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle utilise le rejet comme une véritable arme stratégique. En gros, on balance d'abord une requête énorme, carrément impossible, en sachant pertinemment qu'elle va être refusée. Et juste après, on dégaine la demande raisonnable, qui était en fait le vrai objectif depuis le début. Et devinez quoi? Elle devient soudainement hyper acceptable. Imaginez un peu, un collègue demande de faire bosser toute l'équipe pendant l'intégralité du week-end sur un projet même pas urgent. Refus catégorique de la direction, normal, c'est beaucoup trop demandé. Dans la foulée, ce même collègue soupire et dit « Bon, ok, je comprends. Est-ce qu'on pourrait au moins demander à tout le monde de rester une petite heure de plus ce vendredi soir pour avancer ?» La barre a été placée artificiellement tellement haut au début que l'objectif réel ressemble maintenant à une concession majeure de sa part. Alors, au final, pourquoi notre cerveau a-t-il ce besoin vital de toujours tout comparer? Tout s'explique par cette simple phrase qui résume parfaitement l'efficacité de ces tactiques. Notre cerveau ne juge pas de façon absolue, il compare. C'est quand même dingue et un peu amusant de se dire que notre esprit, malgré des millions d'années d'évolution super complexes, tombe si facilement dans le panneau d'une simple astuce de présentation. Notre évaluation du monde, ce n'est pas un système de mesure fixe, c'est un système de balance. L'esprit a un besoin viscéral de points de repère pour évaluer une situation. Si le repère juste avant était extrême, la situation modérée qui suit paraîtra toute petite. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie pure et dure, exploitée avec une précision chirurgicale. Ce qui nous amène à une réflexion finale, assez vertigineuse quand on y pense. Si notre cerveau est biologiquement programmé pour comparer plutôt que pour juger dans l'absolu, quelle part de nos décisions quotidiennes nous appartient vraiment? Le fait de savoir qu'un accord peut simplement dépendre de l'ordre dans lequel on nous présente les choses, ça remet un peu en perspective notre notion de libre arbitre, non? Bref, en comprenant ces mécaniques de contraste, on s'offre une grille de lecture indispensable pour naviguer dans toutes nos interactions. Alors la prochaine fois qu'on vous fera une demande, prenez juste une petite seconde de pause. Et demandez-vous, est-ce que j'évalue cette demande pour ce qu'elle est vraiment ou juste par rapport à l'ombre de ce qui l'a précédée?